Herman Aboa, un nom connu des téléspectateurs ivoiriens, jeune journaliste ivoirien après une licence et une maîtrise en géologie, puis un master en journalisme. Il a fait les beaux jours de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI Première Chaîne. Depuis le 11 février 2025, il s'est engagé pour la cause de la biodiversité en créant un mouvement politique, les écologistes. À 48 ans révolus, le confrère et fils de Memni, région de Lamé, dans le département d'Alépé, revient sur les enjeux de la biodiversité dans cette interview à bâton rompu. Mon parcours est marqué par un profond attachement à la terre, hérité de mon enfance en milieu rural à Memni. J'ai vu les effets du changement climatique sur l'agriculture familiale dans tous les paysans, tout ce qu'ils faisaient comme activité, la disparition progressive des forêts. Vous savez que depuis près de 60 ans, le verger ivoirien a perdu 80% de son taux de couverture. Donc il y a aussi la pollution et les cours d'eau et autres. Aujourd'hui, avec les questions des extractions, des activités minières qui sont illégales, notamment l'orpaillage clandestin. Donc c'est cette réalité-là qui m'a poussé à fonder le mouvement Les écologistes pour défendre un modèle de développement durable adapté à notre pays en mettant tout ce qui est urgence écologiste au cœur des décisions politiques. Ok, est-ce qu'on peut savoir les grandes lignes de ton engagement jusque-là pour la lutte sur la biodiversité ou même l'écologie? Les grandes lignes aujourd'hui, nous, comme on a une thématique qui concerne l'écologie et que l'écologie est une activité, voilà, comme je disais, au niveau des grandes lignes, c'est qu'on a une thématique politique qui concerne l'écologie. Or, l'écologie pour nous, c'est une thématique qui est transversale. Donc, qu'on soit de gauche, de droite ou centriste, les urgences écologiques interpellent toutes les couches de la société, toutes les catégories de la société. Donc, pour nous, notre positionnement, on a choisi un positionnement transversal. Nos activités, c'est essentiellement de faire des plaidoyers auprès des pouvoirs publics pour intégrer la question verte et aussi sensibiliser les acteurs politiques, notamment les grands partis politiques, de considérer dans leurs différents programmes de société, leurs projets de société, attribuer un grand chapitre à la question verte. Parce que nous pensons que tout ce qui est écologie peut être décliné sur tous les secteurs d'activité, notamment au niveau de la santé. Il nous faut, lorsque on a fini d'adresser les questions écologiques, les questions de l'environnement, vous savez bien que c'est un atout, un bonus pour la santé. Lorsque au niveau de l'agriculture, on fait des choix écologiques, on va vers une agriculture qui est durable, donc forcément, on y gagne et au niveau de la santé des populations. Donc vous voyez que même au niveau de la construction, le choix des matériaux, ça protège les populations contre l'agression de la pollution atmosphérique et autres. Vous comprenez bien. Donc nous d'abord c'est l'aspect de travailler avec les acteurs politiques, les partis politiques à intégrer le vert dans leur programme et à mener les pouvoirs publics à mener beaucoup plus d'actions dans le vert, à prendre des décisions dans ce sens, mais et sensibiliser aussi déjà les plus petits dans une éducation environnementale dès le bas âge à considérer la question environnementale, de la protection de l'environnement par des gestes finalement écolos, des petits gestes écolos, des choses qu'on peut faire. Donc voilà. Et donc à ce niveau-là, au niveau de l'éducation, la sensibilisation au vert, nous allons emmener aussi les pouvoirs publics à considérer les curricula et intégrer une éducation à l'environnement dès le bas âge pour que les communautés puissent être déjà à plus petite échelle, puissent commencer à progresser. Les enfants progressent dans un environnement, une éducation à la protection de l'environnement pour que ça soit finalement des gestes systématiques lorsque ces enfants-là vont passer à l'âge adulte. Ok, merci. Quel constat donc fais-tu de l'état actuel de la biodiversité?
Mais je vous ai dit tout à l'heure que la Côte d'Ivoire a perdu plus de 80% de sa couverture forestière à moins de 60 ans. Il y a de nombreuses espèces animales comme l'éléphant de forêt, l'éléphant même qui est notre emblème, qui a disparu. Vous avez aujourd'hui on a 500 espèces. Dit qu'en 60 ans, on a perdu, je crois, près de 2500 ou 3000 espèces, têtes, et même le pangolin. Aujourd'hui, il y a des gens qui prennent l'heureux plaisir ou bien le malheureux plaisir à consommer du pangolin, même si ça gère douce. Ce sont des espèces en voie de disparition. Il faut travailler sur ça. Des espèces qui sont menacées. Il y a nos écosystèmes, par exemple, qui sont fragilisés par l'urbanisation. J'en parlais entre autres, par le choix de nos matériaux, mais par notre vision d'urbanisation sauvage. Vous savez, nous estimons qu'en tant qu'écologistes, lorsqu'on vient détruire les forêts, pour construire, faire des aménagements urbains, il faut penser en même temps à en créer, à planter, ou bien même dans le paysage de cette forêt-là, faire des constructions qui épousent le vert dans ce paysage-là. Il y a aussi l'agriculture extensive et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Toutes ces questions-là sont là. Cela nous touche. Et c'est ce qui font aussi notre démarche. Ok. Est-ce que ta réponse à la question 4, on va à la question 5. Non, allons-y, je n'ai pas totalement abordé. Alors, quelles sont, selon vous, les principales menaces qui pèsent sur la biodiversité en Côte d'Ivoire? Ben ouais, les menaces sont là. Hein. Les principales menaces sont la déforestation due à l'agriculture. Vous savez que la Côte d'Ivoire est portée sur l'agriculture, notamment le cacao, l'anacarde et autres. Nous, on estime que ces cultures-là, il faut les faire, mais il faut penser à faire en sorte de protéger en même temps la verdure, le couvert végétal dans cette forme de déforestation. Il y a l'exploitation minière illégale, il y a le braconnage. Je parlais des espèces qui sont menacées, des espèces rares qui sont menacées. Il y a la pollution des eaux et des sols. Il y a le changement climatique. Il y a le manque d'application des lois environnementales. Vous savez, si bien, quand bien même on s'entoure d'un arsenal juridique important et que au niveau de l'application de cet arsenal juridique, il y a défaut, il y a manque, il y a absence, c'est toujours que cela encourage. Parce que vous comprenez qu'il y a des gens, je vous dis, qui continuent de manger du pangolin. Il y a des gens même qui se cachent pour manger, pour vendre des ivoires d'éléphants pendant qu'on n'en a pas. Voilà. Donc, si les lois existent, il faut les appliquer justement durement sur ces questions, ces formes d'enfrein-là. D'activités, de pratiques qui menacent notre biodiversité. Y a-t-il des régions particulières touchées où des espèces emblématiques sont en danger? Mais oui, déjà, quand vous regardez les régions de l'ouest et du sud-ouest qui sont de grandes forêts, zones forestières qui sont riches en biodiversité, sont particulièrement touchées. Ces régions sont particulièrement touchées. Il y a le parc national de Taï, par exemple, bien qu'inscrit au patrimoine mondial, subit une forte pression pour tam pygmée, le chimpanzé, certaines espèces de grands arbres comme le faraminé ou l'acajou sont en danger critique. Vous voyez, on a besoin du bois, mais il faut protéger ces espèces-là, arborales-là, qui sont des espèces rares ou bien qui sont en voie de disparition, surtout pour ne pas que la biodiversité, l'équilibre de la biodiversité prenne un coup. Donc, que pensez-vous des politiques publiques actuelles en matière de protection de l'environnement? Sont-elles suffisantes? Bon, il faut le reconnaître, il y a quand même des efforts. Mais ces efforts-là, nous estimons que c'est sur le papier. Comme la stratégie RED+, vous connaissez la stratégie RED+, ou le code de l'environnement que la Côte d'Ivoire vient il y a 1 an, vient de se doter. Non, je suis en interview. Vient de se doter. Donc voilà, il y a des efforts sur le papier, des efforts notamment, mais c'est essentiellement des efforts sur le papier. Il y a la stratégie RED+, le code de l'environnement qui vient d'être, qui est en train d'être vulgarisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Mais dans la pratique, ces actions-là, ces efforts-là restent insuffisants à cause du manque de moyens de coordination et surtout de volonté politique.
Voilà, les tests existent, mais leur application est très faible. Voilà. Maintenant, quelles actions concrètes nous, à notre niveau de notre mouvement, on mène par rapport à cela? Voilà, nous menons plus d'actions concrètes. On prévoit des programmes de reboisement participatif dans les zones rurales. On veut appuyer les communautés locales pour la gestion durable des ressources, par la sensibilisation et autres. Il y a une veille citoyenne que nous faisons contre les activités illégales dans les aires protégées. À chaque fois, nous produisons des déclarations pour condamner ou bien toucher, montrer aux populations l'urgence qu'il y a. Il y a aussi l'éducation environnementale dans les écoles, les universités, avec nos programmes pépinière écologiste qui veut déjà, comme je vous ai dit, au niveau des plus jeunes, sensibiliser pour que les gens adoptent déjà une culture de protection de l'environnement. Voilà. Ok. Et donc, comment jouez-vous la collaboration entre l'État, les ONG et toutes les structures engagées dans la question de l'écologie ou de la biodiversité? Ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine collaboration, mais cette collaboration, elle reste verticale. On sent toujours que ça vient forcément des pouvoirs publics et que les autres agissent en fonction de ce que les pouvoirs publics décident. L'État prend des décisions sans suffisamment impliquer les populations locales, les communautés qui sont directement touchées. Quand vous prenez la question de l'érosion du littoral, par exemple, la gestion du littoral, on souhaite une gestion intégrée du littoral. Mais très souvent, à la pratique, les communautés ne sont pas impliquées à grande échelle. Or, ces dernières sont les premières concernées et devraient être au cœur des politiques environnementales. Donc, il faut plus de transparence, de décentralisation et de co-gestion. Voilà. Okay. Alors, quel rôle joue donc la sensibilisation, la préservation de la biodiversité? C'est un pilier essentiel, hein. La sensibilisation du public dans la préservation de la biodiversité, reste un pilier essentiel des actions à mener pour protéger l'environnement. Une population informée devient elle-même actrice du changement. La sensibilisation permet de changer les comportements, de valoriser les savoir-faire locaux et de créer une conscience collective. C'est pourquoi nous investissons beaucoup dans les médias, les réseaux sociaux et autres, les conférences dans les écoles pour pouvoir sensibiliser les plus jeunes sur les dangers qui guettent si jamais chacun de nous ne prenne pas son bâton de pèlerin pour aller se battre pour protéger l'environnement. Okay. Vous avez déjà parlé de ça, la sensibilisation au niveau des écoles, des jeunes, et des médias. Et quels sont donc ces groupes de personnes avec qui vous travaillez pour... Généralement, notre structure, on a une organisation de jeunesse d'abord, mais on a aussi une organisation chargée des moins de 18 ans, qu'on appelle la pépinière écologiste. Donc, on a des clubs environnement qu'on appelle les pépinières écologistes dans certaines écoles sur l'étendue du territoire. Donc, très souvent, nous sommes sollicités pour des conférences sur des thématiques pour faire toucher, pour montrer du doigt les urgences, pour emmener ces jeunes-là à comprendre que la protection de l'environnement, c'est chacun à son niveau, avec des gestes souvent, désintéressés, mais qui sont très très efficaces dans l'action de protection de l'environnement. Avez-vous des priorités en matière de biodiversité pour les années à venir? Mais déjà, pour compléter ce que je viens de dire, nous avons lancé des clubs écolos dans les lycées, des concours scolaires sur l'environnement. Il y a eu aujourd'hui, on a travaillé à pouvoir, avec une chaîne de télé, bientôt, il y aura un programme télé consacré à l'environnement avec des rubriques qui sont comme des gestes écolos pour sensibiliser les gens à adopter des gestes rapidement, donc qui montrent des actions simples à adopter au quotidien. Les jeunes sont au centre de nos stratégies tout à l'heure, car ils sont les gardiens de demain. Donc c'est pour eux finalement, c'est à eux qu'on laisse l'héritage de la planète. Donc c'est eux qui sont les premiers concernés. Donc, dès lors qu'on leur explique cet héritage qui leur appartient, eux-mêmes, ils s'impliquent davantage.
La question 11. Comment voyez-vous... C'est ça, hein? Ouais. Vos priorités pour les années. Comment voyez-vous l'avenir écologique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030? L'avenir écologique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030, c'est si des mesures fortes sont prises maintenant, déjà, si les acteurs politiques intègrent des paragraphes liés au vert dans leurs différents programmes et que ça ne soit pas une activité ou bien un secteur que, bon, on le fait pour le chic ou bien pour les fonds verts, nous pouvons inverser la tendance. Une Côte d'Ivoire verte, sobre ou en carbone, avec une agriculture qui est respectueuse de la nature, c'est possible. Mais cela nécessite des réformes courageuses, un sursaut citoyen et un vrai leadership écologique. Donc, il faut faire des actions comme la reforestation massive des espèces locales, restaurer la biodiversité, créer des corridors écologiques entre les aires protégées, renforcer les capacités des communautés rurales, soutenir la recherche locale sur la biodiversité, l'intégration même de l'écologie dans les politiques économiques. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'économie circulaire. Les déchets, les 250 tonnes de déchets qui sont déversés au quotidien, par exemple dans la lagune Ébrié, on peut en amont les réutiliser et faciliter, c'est-à-dire qu'on n'agresse plus le système qui est là, l'écosystème qui est là, lagunaire qui est là, mais en même temps, on peut le réutiliser, créer une sorte d'économie circulaire qui peut générer des emplois. Donc voilà, tous ces éléments-là qui sont là, qui peuvent permettre à des pouvoirs publics, à des décideurs politiques de prendre les décisions idoines et ne pas avoir peur d'aller vers la transition écologique. Ok. Avant de finir, j'aimerais demander à partir de quand ou à quel moment, ou même que peut faire un Ivoirien pour qu'on puisse dire qu'il est un éco-citoyen? Moi, je dis toujours que c'est simple. Hein. Quelqu'un qui voit son voisin en train de jeter juste un bout de papier et qui est choqué, c'est déjà un éco-citoyen. Parce qu'en réalité, on doit pouvoir arriver à être dans une Côte d'Ivoire où l'individu lui-même a peur de jeter un bout de papier. Et dès lors que lui-même, devant chez lui, il s'intéresse à avoir du verre, il s'inquiète, c'est un éco-citoyen. Pour être éco-citoyen, c'est juste avoir des comportements éco-responsables. C'est-à-dire qu'on se dit que tout ce qu'on fait, on va certainement agresser la nature, on va certainement agresser l'environnement. Donc, évitons d'agresser à un certain point l'environnement. En ce moment, on devient éco-citoyen. Et c'est facile de le faire. Souvent, les populations sont éco-citoyennes, mais il n'y a pas de politique qui accompagne, de décisions politiques qui accompagnent, il n'y a pas de volonté politique qui accompagne. Je vous prends par exemple, pour terminer là, l'exemple du tri des ordures qu'on peut faire déjà dans les ménages. Mais le gars, il est là, chez lui, on l'a habitué à avoir un seul sachet de poubelle où il met tout à l'intérieur. Quand il descend, il voit un seul bac dans lequel il peut déposer sa poubelle. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Si déjà on leur dit que désormais, chez vous, ayez 4 sachets et vous mettez les plastiques à part, ceci, cela. Et qu'en plus, quand ils viennent avec les mêmes sachets qui descendent ils sont devant leur maison, qu'ils voient à un carrefour, les bacs, les 4 bacs qui sont séparés aussi, vous allez voir que avec discipline, ils vont déposer dans les bacs. Mais souvent, ils sont obligés parce que si tu ne trouves pas, mais regardez, je prends un autre exemple. Quelqu'un qui a un bout de papier en main, il cherche une poubelle où déposer son bout de papier. Mais il est obligé d'attraper ce bout de papier-là sur des distances. Donc, à un moment donné, pas qu'il soit fatigué, ça devient systématique. Il dépose ça quelque part et c'est la nature qui est agressée. Donc, voilà. Donc, il y a véritablement des décisions politiques à prendre, une volonté politique qui doit exister avant que l'action des populations ne suive. Donc c'est simple aux populations, aux décideurs et aux jeunes concernant la biodiversité. Le message qu'on peut passer, c'est qu'il faudrait que
on protège tous la biodiversité, parce que protéger la biodiversité, c'est protéger nous-mêmes notre vie. Donc j'appelle donc les décideurs à sortir des discours pour passer à l'action. J'invite aussi les jeunes à s'engager, à innover, à porter haut la voix de la nature. Et à chaque citoyen, je dis, chaque geste compte. Soyons ensemble des gardiens de notre maison commune, qui est l'écologie, qui est la planète. Grand merci. Bon. Voilà, on fait ça. Merci bien. On envoie photo. Hein? Photo. Ah, tu peux, vas-y. Ouais, je t'envoie les photos. Ou bien, ça peut pas, tu peux prendre maintenant. Non, je vais t'envoyer les photos. Ok. Ça, c'est les photos qui sont plus belles. Je vais t'envoyer ça. Ok. C'est bon, tu as eu ton truc? Oui. Au travers de cette interview, nous comprenons que la question de la protection de l'environnement est un engagement pour tous. Chacun à son niveau doit s'engager à protéger son aire de vie, sa cité, sa ville et le pays avec ce qu'il a de naturel. APRA, Agence Presse Radio et Audio.